Centomila velieri hanno brancato la oca, tutti vesto di lume, con trombette e con tamburi, facendo trima la terra, che saranno l'auguri. Centomila velieri hanno brancato la oca, fissa ad un punto lontano, a vittoria che s'avvicina, un nemico soffrerà, sterperanno lobo, per il quale un maestro dice l'angolo poco, fissa ad un punto lontano, a vittoria che s'avvicina. Madaleno all'ermata, l'ultima passo stanco, che qua suone il sangue, trascina su miseria, lontano da Lanzero c'è una musica guerriera. Madaleno all'ermata, l'ultimo a passo stanco. Lo so canto è di silenzio e la sua parola è muta, pensa ciò che non è più, per un sente ogni sasso, il suo cammino di croce che ormai è uso di asso. Lo so canto è di silenzio e la sua... Nous sommes en Corse en 1991, quelque part dans le maquis sur les hauteurs du golfe d'Ajaccio. Un groupe de jeunes recrues du FLNC participe à une séance d'entraînement. Cagoulés, vêtus de la célèbre combinaison noire, les militants écoutent presque religieusement leur instructeur. Sans aucun geste superflu, celui-ci présente la panoplie des fusils d'assaut que possède depuis longtemps déjà l'organisation clandestine. Des montages et remontages sont exécutés en un temps record. Vient ensuite le maniement des différents types de grenades. Enfin, des bâtons de dynamite apparaissent, aussitôt rejoints par un rouleau de mèche, des détonateurs, des tampax, des réveils, des interrupteurs. Bientôt, tous les éléments indispensables à la fabrication d'une bombe ordinaire ou élaborée sont réunis sous les yeux des dernières recrues du front. Rien ne peut détourner l'attention de ces hommes robustes que l'on devine jeunes. Peu importe, tout autour des militants chevronnés montent la garde, puissamment armés. Ils sont là pour assurer la sécurité du groupe. Lorsqu'on les interroge, aucun ne cache sa fierté d'appartenir au Front de libération nationale de la Corse. Mon investissement au sein du FLNC, c'est avant tout l'amour de mon pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes devraient s'investir au FLNC. J'ai toujours vécu ici. Et je pense qu'après avoir traversé toutes ces années à attendre quelque chose d'un quelconque gouvernement de droite ou de gauche et ne voyant rien venir, moi je pense que, je le crois sincèrement, s'il n'y avait pas eu le FLNC en Corse depuis plus de 15 ans aujourd'hui, je pense que la Corse serait même plus la Corse. C'est en 1975 que le nationalisme moderne voit le jour dans l'île. Avec les événements d'Aléria, le problème corse prend une dimension internationale. Tout commence à l'aube du 21 août lorsqu'une trentaine de militants de l'ARC armés de fusils de chasse investissent la cave de Peille. À leur tête, Edmond Simeoni dénonce la colonisation de la plaine orientale et le scandale financier que l'administration tente de couvrir. Le commando, qui agit à visage découvert, s'installe dans le bâtiment agricole pour entamer sa première journée d'occupation. À l'extérieur, les sympathisants se font de plus en plus nombreux, mais les forces de l'ordre ne sont pas loin. Au matin du vendredi 22, la cave de Peille est totalement encerclée par les effectifs de police et de gendarmerie. Le face-à-face commence. Sur ordre de Michel Poniatowski, un ultimatum est donné aux occupants. Les premières sommations sont faites et c'est le drame. Tirs de grenades lacrymogènes, crépitement d'armes automatiques. L'affrontement est court mais meurtrier. 2 gendarmes mobiles sont morts. Edmond Simeoni se constitue prisonnier. Les autres militants repartent libres. Un 3e membre des forces de l'ordre sera tué à Bastia dans la nuit du 27 au 28 août au cours de l'émeute qui a suivi la dissolution de l'ARC. Depuis ces événements, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à affirmer qu'Edmond Simeoni est le père de la violence politique en Corse. Pourtant, depuis longtemps, les insulaires sont habitués au bruit des bombes. En 1973 apparaît la première organisation clandestine véritablement structurée. Née avec l'affaire des Boues Rouges, le FPCL va multiplier les actions spectaculaires.
Mais en janvier 1974, la répression s'abat sur le mouvement clandestin. José Stromboni et Mathieu Philidor y font connaissance avec la Cour de sûreté de l'État. Giustizia Paolina voit le jour le 22 mars 1974. Première cible, une caravelle sur l'aéroport de Porrette, la sous-préfecture de Bastia et la préfecture d'Ajaccio. Très vite, les clandestins vont passer la vitesse supérieure. 42 attentats en 73, 111 en 74, 226 en 75, de quoi causer bien des soucis aux responsables de la police. Nuit bleue contre les intérêts français, mais également actions d'envergure comme l'attentat contre la base aéronavale d'Ajaccio. Rien ne semble pouvoir faire reculer les combattants de l'ombre. Les motivations étaient d'abord essentiellement politiques, ça c'est la première évidence, mais bien sûr elles étaient aussi liées à une situation très émotionnelle de l'époque où bon, on avait quand même un premier élément de renaissance à la fois culturelle et à la fois une prise de conscience aiguë avec un certain nombre de militants. Pourquoi la lutte armée? Mais la lutte armée non pas par choix idéologique mais par nécessité politique par rapport à une situation donnée, une situation je dirais d'incompréhension totale du pouvoir colonial, et il fallait un petit peu réveiller les consciences peut-être par des méthodes qui n'étaient pas toujours des méthodes de simple persuasion classique. Vous aviez un mouvement concurrent à l'époque sur le terrain politico-militaire. Je ne crois pas qu'on puisse parler tellement de mouvements concurrents, mais de mouvements frères avec lesquels nous avions quand même des relations. Et après avoir, je dirais, avec les autres analysé la situation, on a convenu qu'il était quand même nécessaire de grouper un petit peu les volontés et les moyens pour, je dirais, mieux combattre le colonialisme français et non pas lui laisser, je dirais, un côté faible en étant très dispersé. Le jour même de sa création, le 5 mai 1976, le FLNC revendique sa première nuit bleue. 21 attentats commis aux quatre coins de l'île ont visé tous les symboles du colonialisme. Très vite, la stratégie du mouvement clandestin va consister à frapper les esprits. Les actions spectaculaires se succèdent, les retombées médiatiques sont considérables. Entre 1976 et 1978, le front va dynamiter le relais du Pigno, la base aérienne de Solenzara, ainsi qu'un Boeing sur l'aéroport d'Ajaccio. Dans le même temps, les nuits bleues se multiplient, le FLNC frappe où il veut et quand il veut. Le mythe de l'organisation clandestine voit progressivement le jour. Après la Corse, c'est l'ensemble du territoire français qui va devenir le théâtre des opérations du FLNC. Pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, Paris est touché par une vague d'attentats. Par la suite, les nuits bleues vont devenir régulières dans la capitale. Banques, ministère des Finances, palais de justice, dépôt d'essence des armées seront les principales cibles des clandestins. Le pouvoir ne reste pas sans réaction devant la montée en puissance du FLNC. Très rapidement, la répression se met en place. En juin 1979, 21 militants de l'organisation nationaliste comparaissent devant la Cour de sûreté de l'État. Arrêtés un an plus tôt, ils seront condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans d'emprisonnement. Nous n'étions peut-être pas prêts à affronter une répression. Ça fait que finalement, la répression s'est abattue assez durement. Les militants n'étaient pas prêts politiquement, il n'y avait pas une conduite à tenir qui était bien définie. Donc la police a marqué des points. Lorsque les 21 ont été arrêtés, est-ce que vous n'avez pas craint la disparition pure et simple du FLN? À un moment donné, oui. Les premiers jours, oui, puisque bon, il faut dire que nous étions aussi sous le coup des arrestations. La garde à vue à l'époque, dans le cadre de la Cour de sûreté de l'État, ça a duré 6 jours. Et puis finalement, il y a eu un phénomène qui s'est produit que personne ne pouvait prévoir. C'est que nous sommes sortis de la clandestinité, nos identités ont été connues. Il y a eu un vaste mouvement de sympathie, de solidarité qui a joué. Beaucoup de gens ont adhéré à cette époque au FLN, sont rentrés, des amis, par amitié souvent, c'est vrai, c'était peut-être pas vraiment un engagement politique, mais moi je connais personnellement beaucoup de mes amis qui se sont engagés immédiatement, et 2 mois après, il y a eu une nuit bleue du FLN qui était la plus importante qu'il avait fait jusque-là. Il était resté quelques moyens sur Bastia, quelques hommes, mais aussi il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée et qui d'un seul coup, 2 mois après, c'était un phénomène presque spontané.
il y avait de nouvelles troupes qui sont arrivées et qui se sont battues aussi. Le fameux procès des 21 vous a également donné une fabuleuse tribune politique. Il vous a permis de faire connaître vos idées et finalement de jeter les bases du futur mouvement public. Tout à fait vrai. Les procès, médiatiquement et politiquement, nous ont été très favorables. D'abord parce que nous sommes sortis de la Corse, on nous a porté à Paris, d'accord, mais le problème a été décalé, il a été amené à Paris, où finalement il y a eu beaucoup de solidarité qui se sont manifestées. D'abord ça a été les Corses de Paris, la diaspora, et puis bon, même beaucoup de mouvements, de syndicats, de personnalités, d'individualités français qui, soit parce que c'était la Cour de sûreté de l'État qui contestait les moyens par lesquels nous étions traités, ils se sont manifestés. Et pendant tous ces procès, pendant des jours et des jours et des jours, les Corses étaient à la une. On lisait Paris vivait à l'heure de la Corse, à l'heure du problème corse. Et ça nous a amené ça a été un impact énorme, puisque nous avons percé nous sommes sortis hors du cadre insulaire et nous sommes posés au niveau français, même plus, puisque même ça avait été couvert par l'étranger, les procès et tout. Donc ça a été très favorable. Parallèlement aux actions spectaculaires, le FLNC entreprend dès sa création la lutte contre la colonisation de peuplement. De 1976 à 1987, pendant près de 11 années, des centaines de fonctionnaires seront victimes de ces attentats. Particulièrement visés, les enseignants seront soutenus par la majorité des syndicats et des partis politiques français. Grève dans les lycées, manifestations dans les ports et les aéroports, chaque plasticage donnera lieu à une avalanche de communiqués de soutien. Malgré l'impopularité de certaines actions, durant plus d'une décennie, le Front maintiendra la même orientation. Corollaire du slogan IFF, le thème de la corcisation des emplois entre progressivement dans les faits. La psychose de l'insécurité favorise la mutation de milliers de fonctionnaires français et par voie de conséquence l'intégration dans l'administration de jeunes Corses sans emploi ainsi que le retour d'une partie de la diaspora. En mettant un terme à la lutte contre la colonisation de peuplement, le FLNC a tourné une page du nationalisme corse. Souvent qualifiées de racistes, ces actions ont été durement réprimées par les différents gouvernements. Des dizaines de militants ont été emprisonnés. Petit-fils du célèbre résistant Jean Nicole a été en 1978 l'un des premiers militants du Front à être arrêté dans le cadre de ces affaires. Nous travaillons surtout sur la colonisation de peuplement, c'est-à-dire que la plupart des actions que nous avions faites, c'était des actions contre des appartements de fonctionnaires, des appartements de gens qui venaient ici prendre la place des Corses et c'était la colonisation de peuplement. À l'époque, c'était l'objectif majeur, je dirais. À l'époque, que représentait la structure Front sur Ajaccio? Ce que j'en savais, parce que je ne peux pas dire que nous avions une vision tout à fait globale de la structure du Front à l'époque. Moi, ce que j'en savais, j'appartenais à un groupe. Nous avions des relations avec la hiérarchie, entre guillemets, qui était épisodique et qui n'était pas du tout structurée. Ça se passait comme ça, je veux dire, sans vraiment qu'on puisse parler de structure, enfin de ce que je savais moi à mon niveau. Nous étions un groupe, nous avions un travail plus ou moins important à faire et nous le faisions du mieux que nous pouvions. Alors vous avez participé à un certain nombre de nuits bleues. Comment ça se passait sur le terrain concrètement? Et concrètement, à l'époque, bon, ça se passait un peu à bonne franquette, je dirais, puisque on nous disait, enfin, on avait une liste d'objectifs, on avait un nombre X ou Y de paquets à mettre, ce qu'on appelait les paquets, et on les mettait le mieux possible, je dirais. Et voilà. Mais je veux dire que c'était effectivement un peu à la bonne franquette. C'était aussi l'enthousiasme. On avait une vingtaine d'années et c'était bien comme ça. Vous avez été un des premiers militants à subir la répression. Comment est-ce que vous avez vécu votre arrestation? C'est-à-dire qu'avec le recul, c'était une arrestation qui était plus ou moins inévitable, puisque nous n'avions pas de mesures de sécurité. C'était, je vous dis, un peu à la bonne franquette. Notre arrestation, elle a été vécue
comme le reste, c'est-à-dire avec enthousiasme dans le sens où c'était quelque chose qu'on avait pensé, on se disait ça peut arriver, et lorsque c'est arrivé, je ne pense pas que nous étions tellement surpris par ce qui nous arrivait. Je veux dire que bon, en ce qui me concerne, je pense que j'ai bien vécu mon arrestation et que j'ai bien vécu ma période d'incarcération, parce que néanmoins, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous étions tous motivés. Notre motivation était profonde et c'est ce qui nous a permis de supporter relativement bien l'incarcération et les arrestations. Inspirée par certaines sphères gouvernementales, en liaison directe avec la préfecture, l'organisation antinationaliste Francia voit le jour en avril 1977. Son histoire s'achèvera dans le village de Basteliga. C'est dans l'après-midi du dimanche 6 janvier 1980 que l'on apprend que depuis quelques heures, des hommes qui agissent au nom du collectif nationaliste de Basteliga ont interpellé puis séquestré dans la mairie de la localité 3 personnes appartenant au mouvement antinationaliste Francia. Armés jusqu'aux dents, ces hommes étaient venus à Basteliga pour attenter à la vie de Marcel Lorenzoni. Dans la nuit du 6 au 7 janvier, le collectif annonce qu'il remettra ses prisonniers à la justice après avoir rendu public les aveux des séquestrés. La conférence de presse n'aura jamais lieu. Basteliga est isolé, cerné puis investi par les forces de l'ordre. 11 hommes y seront interpellés, mais dans le même temps, les 3 prisonniers et une quarantaine de leurs gardiens ont réussi à passer les barrages. Un groupe a gagné Ajaccio, il s'est réfugié dans l'hôtel Fesch. Le quartier est bouclé et la ville quadrillée. Au début de la nuit du 9 au 10, alors que les tentatives de médiation ont échoué, le drame éclate. Un inconnu tire sur les forces de l'ordre, un CRS est tué, 2 autres blessés. Dans les minutes qui suivent, les policiers ouvrent le feu sur une voiture transportant 2 enseignantes. L'une est tuée, l'autre grièvement blessée. Presque au même moment, à l'autre bout de la ville, une rafale est tirée sur une autre voiture qui vient d'être contrôlée. Un jeune homme est tué, son passager blessé. Le 11, les occupants de l'hôtel Fesch se rendent au GIGN. Ils ont avec eux Alain Olliel, l'un des hommes arrêtés à Basteliga. Le commandant Pierre Bertolini, considéré comme le chef de Francia, sera remis à la justice le lendemain par l'intermédiaire d'un élu. Le 3e homme, Yannick Leonelli, a disparu. Militant du FLNC, infiltré dans Francia, il sera arrêté en août et inculpé de participation à 59 attentats. L'affaire de Basteliga se résume en quelques mots, c'est-à-dire qu'on a une information émanant du Front de Libération Nationale de la Corse à l'époque, nous informant qu'il y avait une opération de commando montée par Francia contre un de nos responsables et un militant de l'époque qui était Marcel Lorenzoni. Donc, au vu de l'information que nous avons du front, nous décidons de monter à Basteliga pour protéger ce militant qui était menacé. C'est là où nous avons intercepté un commando, bon, tout le monde se rappelle de cette histoire, un commando fortement armé, avec les membres du SAC et qui appartenait au réseau Barbouzard Francia de l'époque. Dans l'affaire de Basteliga a provoqué un rassemblement, des manifestations sans précédent en Corse. Est-ce que vous pensez que le mouvement nationaliste a exploité au mieux la situation à l'époque, politiquement? Écoutez, pour nous qui à l'époque étions en prison, on a suivi évidemment à travers la presse cette mobilisation sans précédent qui a été pour nous quelque chose d'extraordinaire et de fantastique. Et on s'est aperçu à la longue que ça n'avait débouché sur rien, que le mouvement nationaliste en général avait été incapable de récupérer ce pouvoir, cette masse populaire qui nous apportait un soutien énorme et extraordinaire à l'époque. Alors selon vous, à quel niveau se sont situées les carences? Moi je pense que les carences se situent à tous les niveaux. Je ne veux pas aujourd'hui être là et rentrer dans une polémique avec tel ou tel mouvement, mais je pense que le mouvement en général, autonomiste de l'époque ou nationalistes de l'autre, ont été incapables de récupérer complètement cette poussée de justice, parce qu'en fait il s'agissait de ça. Il y avait des gens qui étaient en prison, qui n'avaient fait que dénoncer une officine barbouzarde qui les avait arrêtés, qui avait apporté un tas d'éléments, et on sentait nous qu'on avait le peuple avec nous, derrière nous, et les dirigeants de l'époque, les responsables de l'époque ont été incapables de récupérer tout ça.
Le 14 janvier 1981 débute à Paris le procès de l'affaire de Bastilica. Le même jour à Ajaccio, des milliers de Corses exigent la fin de la répression. La manifestation dégénère. Durant des heures, nationalistes et forces de l'ordre s'affrontent dans le centre-ville. Quelques jours plus tard, lorsque la Cour de sûreté de l'État rend son verdict, 57 attentats sont perpétrés par le FLNC. Pourtant, début avril, une semaine avant la visite du candidat Mitterrand dans l'île, l'organisation nationaliste proclame la trêve. Le 10 mai, la gauche est au pouvoir, la Cour de sûreté de l'État est supprimée, l'amnistie est votée et le statut particulier s'apprête à voir le jour. Dans les rangs du FLNC, on profite de l'accalmie pour populariser les orientations du livre blanc. Les contre-pouvoirs se mettent en place, la lutte de libération nationale vient de franchir une étape. Mais dans la nuit du 11 au 12 février 1982, le front se manifeste à nouveau sur le terrain militaire. 23 attentats sont revendiqués, dont celui de Sor Bocagnan où un légionnaire est abattu. Inculpés dans le cadre de cette affaire, Felice Tomasi et Charles Pieri sont victimes de sévices dans les locaux du commissariat de Bastia. Charles Pieri s'évadera de la prison Sainte-Claire avant d'être arrêté en 1987. Felice Tomasi passera 6 ans en détention provisoire. Les deux hommes seront finalement acquittés en 1988 par la cour d'assises de Bordeaux. Le 20 août 1982, Prosper Alfonsi devient président de la première assemblée de Corse. La nuit précédente, le FLNC a définitivement enterré la trêve. 140 attentats ont été commis sur l'ensemble du territoire. C'est la grande reprise. Avec un taux d'action jamais égalé, la Corse va revivre au rythme des plasticages. Le 5 janvier 1983, le gouvernement réagit. Gaston Defferre annonce la dissolution du FLNC et la nomination de Robert Broussard au poste de préfet de police. Le front poursuit son harcèlement avec succès, mais la lutte est jalonnée de sacrifices. Le 23 mai 1983, Christian Berfini est grièvement blessé alors qu'il s'apprête à déposer une bombe. Depuis ce jour, il a perdu l'usage de la vue. C'était des moments très difficiles, surtout sur le plan évidemment personnel en tant qu'homme. C'est évident que du jour au lendemain se retrouver aveugle, c'était difficile à assumer. D'autant plus que le contexte politique de l'époque était très malsain. Il y avait une cancérisation du mouvement, nous étions les fous, les exaltés, et j'avais du mal à assumer à la fois mon accident et mon militantisme. Car pour moi, bon, j'étais convaincu de la justesse de notre lutte, mais on se heurtait à des attaques. Alors aujourd'hui, 8 ans après, comment vivez-vous votre militantisme? Aujourd'hui, mon militantisme, je le vis beaucoup mieux, car aujourd'hui, le mouvement nationaliste a énormément progressé. Il est devenu incontournable dans la vie politique corse. Hein. Les objectifs qu'il s'est donnés aujourd'hui, c'est-à-dire en position de prise de pouvoir, et là je parle au niveau du mouvement public, le MPA, où je me situe totalement, je me trouve très bien, je m'assume complètement. Aujourd'hui, bon, il y a une reconnaissance de fait du peuple corse. Elle a même été votée à l'Assemblée nationale française. Donc à partir de là, je me sens corse et complètement assumé dans mon rôle de militant. Vous n'êtes plus le marginal que vous étiez en 1982. Non, aujourd'hui, les marginaux ont changé de camp. Les marginaux, on les trouve ailleurs, on les trouve au niveau du clan et au niveau des extrêmes. Le vendredi 17 juin 1983, Guy Orzoni, militant nationaliste connu, disparaît sur la route de Sartène. Le mercredi suivant, la CCN accuse pour la première fois l'État français d'être responsable de sa disparition. Le lendemain, 17 personnes liées au grand banditisme sont placées en garde à vue. Le samedi, 6 d'entre elles seront inculpées, tandis qu'à Ajaccio, les nationalistes organisent leur première manifestation sur le thème de l'assassinat politique. Dès lors, un enchaînement de violences et de démonstrations de force marquera les semaines suivant cette disparition. Gendarmerie plastiquée, CRS mitraillés, magasins détruits, la tension est vive en ce début d'été, tandis que la CCN continue à manifester et à accuser l'État qui dément toute responsabilité dans l'assassinat de Guy Orzoni. Le 10 juillet à Vero, le FLNC rend hommage à son militant.
La démonstration affole. 7 responsables de la CCN sont inculpés de divulgation de fausses nouvelles et de reconstitution de ligues dissoutes. Le mardi 13 septembre, en fin de matinée, Pierre-Jean Massimi, secrétaire général du département de Haute-Corse, est exécuté au volant de sa voiture. Quelques jours plus tôt, Félix Rosso, un commerçant de Porto Vecchio, avait été tué. Le FLNC revendique les 2 actions en accusant les victimes d'être à l'origine de la disparition de Guy Orzoni. Le 27, le Conseil des ministres décide de dissoudre la CCN. Le 2 janvier 1984, Jean-Marc Leccia, recherché depuis le début de l'affaire, est arrêté aux USA. Le 9, il est transféré en Corse. À l'aube du 7 juin, 3 hommes armés pénètrent dans la prison d'Ajaccio. Ils libèrent 2 détenus nationalistes, abattent Jean-Marc Leccia et Salvatore Contini et tentent de sortir de la maison d'arrêt. Trop tard, l'alerte a été donnée et le commando ne peut s'échapper. En fin de matinée, alors que la prison est cernée par les forces de l'ordre, Bernard Pantalacci, Pantaleon Alessandri et Pierre Albertini se rendent à la police qui vient d'arrêter Jean Vesperini et Georges Moretti. Chargés de protéger le commando, les 2 hommes se trouvaient à bord d'une voiture bourrée d'armes. Le vendredi 26 juillet 1985, les 5 hommes sont condamnés à des peines allant de 3 ans et demi à 8 ans de prison par la cour d'assises de Lyon. En tant que militant du Front, je n'avais pas de problème particulier. Je dirais que, en faisant partie de cette structure, à partir du moment où j'avais été désigné pour faire partie de ce commando, je me devais d'y aller. Maintenant, en tant qu'homme, vu que je connaissais Guy Orsoni, vu que je connaissais Alain et la famille Orsoni, j'étais très bien disposé pour participer à cette opération. C'est la première fois qu'on osait s'attaquer au FLN. Est-ce que les militants de l'organisation à laquelle vous apparteniez à l'époque ont été surpris? Est-ce qu'ils ont été traumatisés par cette affaire? Surpris, je ne pense pas, non. Surpris, non, parce qu'il y a eu cette fameuse campagne d'intoxication et je dirais, on sentait bien qu'on préparait l'opinion publique. On préparait l'opinion publique à un choc. Et bon, peut-être que nous n'imaginions pas la manière qui allait être utilisée contre nous, mais nous savions pertinemment qu'une action allait être menée et nous l'avions dénoncé à l'époque. Nous étions prêts donc à ce choc-là, mais je dois dire que ce fut quand même un traumatisme de par la personnalité de la personne qui était visée, de par sa jeunesse, et surtout peut-être de par la façon, la manière qui a été utilisée, des gens qui ont été utilisés pour mener cette opération, notamment les truands de la bande du Valinco. Je pense que ceci a sûrement entraîné le front à réagir de façon impitoyable. Encore sous le choc de la disparition de Guy Orzoni, le monde nationaliste va être endeuillé une nouvelle fois en ce mois de janvier 1984. Dans la nuit du 9 au 10, près de Capodimour, où 2 hommes s'apprêtent à plastiquer la villa d'un médecin parisien. L'explosion retentit alors qu'ils sont en train de placer les explosifs. Étienne Cardi, 43 ans, fonctionnaire de l'éducation nationale, est tué sur le coup. Raphaël Bueni, garagiste à Ajaccio, est grièvement blessé. Le samedi suivant, à Serrières, à l'enterrement d'Étienne Cardi donnera lieu à de graves incidents. Présentes en grand nombre, les forces de police et de gendarmerie ne pourront empêcher l'intervention d'un commando du FLNC protégé par des centaines et des centaines de sympathisants. Le 12 août, le mouvement nationaliste enregistre le premier succès électoral de son histoire. Avec 3 élus et un peu plus de 5% des voix, Unità Nazionaliste a fait une entrée remarquée à l'Assemblée de Corse. Quelques semaines plus tard, le FLNC intervient de façon spectaculaire en interceptant la Micheline Ajaccio-Bastia. Des tracts sont distribués, des inscriptions sont tracées sur les wagons. À l'arrivée, c'est une nouvelle fois une énorme opération médiatique. Le 1er décembre, plusieurs milliers de personnes défilent à Ajaccio pour l'obtention du statut politique.
Après la dislocation, des incidents éclatent et des explosions retentissent. À 3 h du matin à Bastia, une R5 occupée par des CRS est prise pour cible par des inconnus. Stéphane Zvigon est tué. Son exécution est revendiquée par le FLNC. À la montée de la violence nationaliste, le clan va opposer l'association corse française et républicaine, composée par les éléments les plus réactionnaires de la société insulaire, soutenue par la quasi-totalité des partis français. La CFR va multiplier les meetings et les manifestations. Plus de 20 000 personnes défileront dans les rues d'Ajaccio pour défendre l'idée de la République une et indivisible. Dans les mois qui suivent, 2 de ses principaux responsables, Jean Dupuis et Marc Gargui, sont abattus à Ajaccio. Ces exécutions, qui ne seront jamais revendiquées, donnent un coup d'arrêt définitif à la CFR qui disparaîtra aussi soudainement qu'elle était apparue. 1984 a été une époque importante. Finalement, nous avions eu cette année-là à la fois le FLNC qui avait intensifié ses actions militaires, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, en même temps la mise en œuvre des principes de stratégie qui avaient été présentés 2 ans avant dans le livre blanc et qui commençaient à venir sur le terrain avec des militants, des cadres, une organisation. C'était également les principes de complémentarité, d'originalité et de solidarité de la lutte telle qu'elle était conçu, afin à l'époque de créer les conditions d'une véritable percée du mouvement nationaliste et surtout de son organisation. Et c'était la présence sur le terrain électoral. Cette présence était absolument indispensable pour plusieurs raisons. D'abord parce que le mouvement nationaliste devait y gagner crédibilité et également une certaine protection. D'autre part, c'était aussi, je pense que tout le monde en avait conscience, nous pouvions faire la démonstration, y compris sur le terrain le plus difficile qui était celui des élections, eh bien qu'il y avait une réalité nationaliste groupée autour du FLNC, une réalité nationaliste qui était susceptible de l'emporter, certes pas de gagner les élections, mais tout au moins de peser d'un poids significatif. Et c'est ainsi qu'en août 84, nous avons été 3 élus Unida nationalistes à l'Assemblée de Corse. Alors 1984 a également été l'année des extrêmes. D'un côté, le mouvement nationaliste, de l'autre côté, la montée en puissance de la CFR. Je crois comment analyser le phénomène de la CFR. Au départ, peut-être un sentiment que l'on pouvait comprendre, que des nationalistes pouvaient comprendre. En effet, on peut très bien comprendre que des gens soumis au choc d'une action militaire intensifiée, même si elle ne les touche pas directement, qu'ils aient des réactions, qu'ils se demandent pourquoi, qu'ils s'interrogent, même qu'ils protestent. C'est normal. Et je crois que l'origine de la CFR n'était pas à son départ quelque chose qui était objectivement gênant pour le mouvement nationaliste. Mais là où l'affaire a basculé, c'est lorsque le clan, qui était en perte de vitesse, a saisi ce cheval de bataille et avec la complicité plus ou moins tacite de l'État, a pu la développer et en faire une véritable organisation qui n'avait plus d'autre objectif que de l'antinationalisme à l'état brut. Action spectaculaire, nuit bleue, élimination physique, le FLNC est entré dans une guerre totale. Caserne Grossetti à Ajaccio, conseil général à Bastia, centre de vacances de Lave à son tour à tour visé en 1985. L'année 86 n'a que 48 heures d'existence lorsque le front procède à une double exécution. 2 trafiquants de drogue tunisiens sont abattus dans le logement qu'ils occupent à Ajaccio. L'organisation clandestine vient de commettre une erreur politique en intervenant sur ce terrain. La presse se déchaîne et le mouvement nationaliste perd une partie de son capital sympathie en pleine période de répression. Dans les mois qui suivent, le FLNC va viser une série de cibles symboles. Le 6 février, le centre informatique de la trésorerie d'Ajaccio est détruit. Le 29 mars, c'est le village de vacances de Marinaviva qui est pulvérisé. En avril, c'est une structure touristique de la Marane qui subit le même sort. Le 15 mai au soir, un commando neutralise les occupants d'un camp de vacances situé à Cargèse. Plusieurs charges sont disposées dans les bâtiments. Au départ du commando, le propriétaire des lieux, Jacques Rosselet, et le gendarme Patrick Giboulot sont tués en essayant de désamorcer les explosifs. Plus de 100 personnes sont interpellées, mais l'enquête ne débouchera pas. Un mois plus tard, c'est la DDE de Bastia qui est visée par un attentat particulièrement destructeur.
le 21 janvier 1987, sur proposition de Charles Pasqua, le gouvernement dissout le MCA. Le FLNC réplique en rasant l'hôtel des impôts de Bastia. 50 kilos d'explosifs ont causé 3 milliards de centimes de dégâts. La veille des élections régionales, plus de 70 attentats sont dénombrés aux quatre coins de l'île. Dans la foulée, le Conseil des ministres prononce la dissolution de la RISCOS. C'est dans un contexte difficile que le ministre de l'Intérieur arrive en Corse. Des incidents éclatent lors du discours qu'il prononce à Ajaccio. Le soir même, le président de l'association d'aide aux victimes du terrorisme est abattu devant FR3. Dans un communiqué, le FLNC dément cet assassinat. Pourtant, le lendemain, le portrait de 6 militants nationalistes recherchés par la police est publié par voie d'affiche. Le ministre de l'Intérieur offre une prime de 100 millions de centimes pour tout renseignement permettant leur arrestation. Le 4 août, au sud de Bastia, plusieurs individus font feu sur une estafette de la gendarmerie qui regagnait le campement de la Marane. Le gendarme Guy Azenard est tué. Cette fois, le FLNC revendique. Au mois d'octobre, au cours d'une conférence de presse, le front annonce une intensification de la lutte armée. Quelques semaines plus tard, 8 militants, dont François Casasoprane, sont arrêtés dans le cadre de cette affaire. C'est une époque, je dirais, clé de l'avancée du mouvement. À cette époque-là, le mouvement était ancré dans la population et sa phase de politisation de ses militants avait atteint le point culminant, ce qui lui a permis de passer à des actions beaucoup plus axées sur les institutions, c'est-à-dire attaquer l'État français dans toute sa représentativité en Corse, et abandonner cette politique de petits attentats sur le terrain. Je crois que c'est le point culminant de la lutte de libération nationale qui a été atteint à ce moment-là. En multipliant les exécutions physiques, est-ce que le front n'a pas pris le risque à l'époque de se couper de la population, de se couper du soutien populaire? Eh bien, écoutez, le résultat est là aujourd'hui. Le Front de Libération Nationale avait à cette époque-là pris des résolutions qui étaient très difficiles à assumer, puisque nous avons eu à cette époque-là, par exemple, l'exécution des Maghrébins, qui est en quelque sorte une erreur politique qui a été reconnue et que nous reconnaissons encore à l'heure actuelle. Mais la radicalisation de la lutte, la répression avait atteint un point culminant, c'était la période Pâques, quoi. Et le Front de Libération Nationale ne pouvait pas ne pas répondre coup par coup à toutes les atteintes faites par l'État français en Corse. Vous pensez que c'était une étape obligatoire, il fallait passer par là? Je crois à l'analyse politique de l'époque que cette étape était vraiment obligatoire, que le Front de Libération Nationale se serait en quelque sorte non pas dédié, mais n'aurait pas atteint l'objectif qu'il a atteint après s'il n'était pas passé par cette phase de politique de la lutte. C'était en quelque sorte le passage obligatoire pour arriver actuellement à son ancrage dans la société, à toute cette représentativité politique qu'il a donnée à la lutte de libération nationale. En ce mois de novembre 1987, l'opération Commando tourne mal à Querciolo. Alors qu'il s'apprête à pénétrer dans la villa d'un agriculteur pied noir, un militant du FLNC est abattu par le propriétaire des lieux. Âgé de 27 ans, Jean-Baptiste Aquaviva était en fuite depuis février 1984. Impliqué dans l'affaire du dépôt d'armes découvert dans le cimetière d'Île-Rousse et du mitraillage de la gendarmerie de cette ville, il avait été condamné par défaut à 7 ans d'emprisonnement. Dans les heures qui suivent l'assassinat de Jean-Baptiste Aquaviva, Ferdinand Roussel quitte la Corse sous haute protection. Il ne sera jamais inquiété par la justice qui ne procédera même pas à la reconstitution des faits. À l'Île-Rousse, une foule imposante assiste aux obsèques du militant nationaliste. À la sortie de l'église, un commando du FLNC intervient. Comme Guy Orzoni et Étienne Cardi, Jean-Baptiste Aquaviva est salué par ses frères de lutte. L'année 1988 ressemble aux précédentes. Actions commando et exécutions se succèdent. Dans la nuit du 7 mars, le FLNC annonce qu'il va intensifier sa présence politico-militaire. Le lendemain, vers 13h, des individus circulant dans une voiture blanche mitraillent l'entrée de la caserne Battestia à Ajaccio. Le gendarme Stéphane Chariot est tué. Dans les minutes qui suivent, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur un véhicule dont les occupants seront mis hors de cause après 48 heures de garde à vue.
Pour les observateurs, cet attentat est la réponse du FLNC aux arrestations du 27 février. Ce jour-là, dans une villa de la banlieue ajaxienne, Jean-André Orzogne et Jean-Michel Lecard y sont interpellés par les policiers du RAID. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Doumébian qui d'être inculpé. À l'issue de la garde à vue, les 3 hommes seront transférés à Paris. On peut constater que d'abord les gouvernements français ont employé tous les moyens répressifs et politiques face au problème national corse. Alors on avait eu la tentative de gangstérisation dans les années 83 avec le préfet Broussard. Et dans les années 86-88, on a vu arriver un préfet de police qui était le préfet Morin, beaucoup plus politique et qui en fait avait pour mission d'essayer d'enrayer la formidable poussée populaire qui s'exerçait à ce moment-là, en particulier dans les contre-pouvoirs nationalistes. Et on peut dire que dans ces années-là, les contre-pouvoirs nationalistes étaient en train de devenir ce qu'ils sont véritablement aujourd'hui, c'est-à-dire de véritables syndicats corses. Autrement dit, pour l'État, par Morin interposé, ces syndicats étaient en fait les tentacules, selon sa propre expression, de la pieuvre FLNC. Et par conséquent, tout responsable public, tout responsable syndical était forcément, pour l'État français, un responsable du FLNC. Donc, à partir de là, on a vécu un climat véritablement d'intensification de la répression. Il ne faut pas oublier que c'était Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur, avec en particulier les appels à la délation avec prime. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on s'est véritablement rendu compte que les militants du FLNC étaient véritablement protégés par leur peuple, faisaient vraiment partie de ce peuple, parce qu'ils étaient accueillis finalement partout, quels que soient les gros risques que les gens qui les accueillaient pouvaient encourir. Autrement dit, la prime à la délation, l'appel à la délation n'a pas marché du tout en Corse, sauf peut-être une fois, lorsque l'État français a racheté la ferme du colon Roussel, mais là c'était sans doute la prime du sang du très regretté Jean-Baptiste Aquavive. 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République. Une nouvelle fois en Corse, l'initiative politique vient du FLNC. Dans la nuit du 31 mai, le mouvement clandestin annonce une trêve de 120 jours qui sera prolongée au mois d'octobre. Une semaine plus tard, l'Assemblée de Corse se prononce pour la reconnaissance du peuple corse. En mars 1989, alors que l'île connaît le plus long conflit social de son histoire, les élections municipales sont un succès pour le mouvement nationaliste. Le 10 juin, à Ajaccio, la Risposta manifeste pour l'amnistie. Le 29, l'Assemblée de Corse adopte une motion dans ce sens. Son vœu sera exaucé par l'Assemblée nationale française. Le 22 août, les derniers militants du front sont libérés. Une page d'histoire vient d'être tournée. Grâce à la trêve, le FLNC accumule les succès politiques. Publié en décembre 89, popularisé par le mouvement public, l'avant-projet de société est au centre de tous les débats. Le réalisme de son analyse, la qualité de ses propositions donnent une dimension nouvelle à l'organisation clandestine. Pour le FLNC, l'heure de la réadaptation stratégique a sonné. Les contre-pouvoirs sont devenus des organisations politiques et syndicales majeures. Le Front abandonne son rôle de direction politique pour devenir lieu de synthèse. En septembre 90, c'est la première apparition du sigle R comme Résistance. Une semaine après, au cours d'une conférence de presse, le FLNC reconnaît la division de la famille nationaliste. 15 jours plus tard, des commandos armés et cagoulés distribuent un document dit Ribello en différents points de l'île. Le FLNC dénonce cette action et décide d'exclure 112 militants. Le 21 novembre, le Front appelle à la création d'un mouvement politique de masse autour de l'avant-projet de société. 3 jours plus tard, naît le MPA sous l'impulsion des 3 élus nationalistes à l'Assemblée de Corse. Dès le lendemain se déclare un nouveau mouvement clandestin qui s'attribue le qualificatif de FLNC historique. Les dissidents déclarent vouloir garder la direction politique de la lutte. Cette fois, la rupture est définitive, la clarification était devenue indispensable. La crise qui a secoué le FLNC, qui ensuite a d'ailleurs touché l'ensemble du mouvement nationaliste corse, est due essentiellement à 2 points. Le premier, une différence de conception de la stratégie que doit mener le mouvement nationaliste en Corse, stratégie de lutte différente. Le deuxième point rejoint d'ailleurs le premier, dans la mesure où il s'agit de divergences profondes sur le plan idéologique.
Alors pourquoi avoir attendu 15 ans pour dénoncer la dérive militariste ou encore l'idéologie marxiste de vos anciens compagnons? Vous savez, je crois que le FLNC est une organisation politique, et comme toutes les organisations, elle a une histoire qui, au fil des ans, permet à cette organisation de grandir, de mûrir également. Et il est incontestable que le FLNC d'il y a 15 ans n'a aucune commune mesure avec le FLNC d'aujourd'hui. Au fur et à mesure des avancées de la lutte, nos réflexions se sont affinies, se sont approfondies. Il y a une maturité politique globale de l'organisation et de l'ensemble des militants. Et au moment où Nassim Korte représente incontestablement aujourd'hui une force importante, incontournable de la vie politique consulaire, il appartient à ce mouvement de se projeter dans l'avenir, de faire des propositions, de concevoir la société corse de demain. Et c'est là qu'apparaissent incontestablement des débats d'ordre idéologique. Dès qu'on pense la société, on pense idéologiquement. Et c'est là sans doute que naissent aussi des divergences qui se sont manifestées. Divergences aussi quant à la perception des évolutions de la société corse elle-même et le fait que certains se réclament d'une stratégie de lutte, je dirais, du type avant-garde élitiste armée, qui doit conduire, traîner derrière elle l'ensemble de la lutte. Ce n'est pas notre conception de la lutte de libération nationale et de notre rôle particulier. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on vient d'assister à la fin d'un mythe? La bonne question serait de savoir si le mythe est une bonne solution. Si on construit un pays sur un mythe, si l'on construit une stratégie de lutte, un combat tout entier derrière un mythe, nous ne le croyons pas. La société corse de demain n'a pas besoin de mythe, elle a besoin de réalité, elle a besoin de construction, de propositions, de réflexion, de responsabilité de la part de ceux qui sont les plus engagés, particulièrement dans cette lutte. Et je crois qu'aujourd'hui, on sait que Nassim Korte a grandi encore davantage et on se rendra compte très vite par les résultats de cette nouvelle avancée sur le plan stratégique qu'il a fait le choix qu'il fallait faire, même si cela a suscité effectivement quelques incidences qui étaient sans doute inévitables. 18 mois après la proclamation de la trêve, le FLNC fait sa réapparition sur le terrain militaire. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1990, un commando investit la résidence Paese di Mare près de Porto Vecchio. 120 kg d'explosifs reliés à 70 bouteilles de gaz détruisent 135 appartements. À vrai dire, cette action avait été plus ou moins annoncée 3 mois plus tôt, lors des journées internationales de Corté. Dans un message enregistré, le front avait mis l'accent sur le problème de la spéculation immobilière. En décembre, l'organisation clandestine récidive, toujours sur le même thème. C'est un lotissement qui est visé à Calvi. 70 appartements sont détruits. Dans les semaines suivantes, un complexe touristique sera également endommagé à Propriano, mais incontestablement, c'est l'opération de Cavallo qui aura les plus grosses retombées médiatiques. En ce début janvier 1990, des commandos débarquent sur l'île des milliardaires. Quelques heures plus tard, des explosions retentissent. Un hôtel, 2 restaurants et le centre d'accueil sont rasés. Le choix des cibles et la maîtrise de l'action militaire impressionnent. Au mois de novembre 90, alors que les problèmes du mouvement nationaliste sont sur la place publique, le FLNC frappa au bagne. Cette fois, c'est la Sara, une société de place ou vide qui subit des dégâts considérables. L'implantation en Corse de cette entreprise, filiale de la SNCM, avait longtemps été revendiquée par le STC. En janvier 1991, alors que l'île est sous le choc de l'assassinat de 3 personnalités du monde politique et agricole, le front décrète un gel de ses actions militaires. La reprise aura lieu au mois de mai à Marseille. Un commando dynamite un immeuble appartenant aux grands travaux du Midi. Depuis 2 ans, par filiale interposée, cette société tentait de prendre le contrôle du marché ajaccien du bâtiment. Le mercredi 29 mai, il est 13 h lorsque 200 kg d'explosifs pulvérisent le Conseil général de Haute-Corse. Au-delà de sa signification politique, cette action est incontestablement une des plus spectaculaires menées par le FLNC. Considérer que le leadership de la lutte se situe au niveau de l'action militaire est une conception qui est fondamentalement en désaccord avec la nôtre. Certains peuvent considérer que l'action militaire se suffit à elle-même. Pour nous, l'action militaire n'est qu'un moyen politique. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire que la finalité d'un mouvement comme le nôtre, c'est de ne plus avoir recours un jour à l'action militaire, le jour où la démocratie
sera une réalité dans ce pays. Donc, de notre part, en aucun cas, nous ne pourrions tomber dans une volonté de surenchère militaire. Nous tenons à continuer à faire preuve de maximum de responsabilité en employant l'arme politique qu'est l'action militaire de la façon la plus efficiente qui soit. Quelles seront les grandes orientations du FLNC pour les mois et les années à venir? Le FLNC accompagne la lutte du peuple corse. Ces orientations seront en fonction, bien sûr, des évolutions de ce peuple corse, de la famille nationaliste, mais au-delà de tous ceux qui aspirent à changer la société corse d'aujourd'hui. Et il continuera à user de son action sur le terrain politico-militaire tant que la nécessité s'en fera sentir. Je crois de la même manière qu'il l'a fait depuis 2 ans, sans se tromper de cible, sans se tromper d'adversaire, et en ayant comme objectif premier de porter des coups décisifs, soit à travers l'attentat symbolique, soit à travers la destruction d'intérêts particuliers qui s'inscrivent à l'encontre de l'intérêt collectif de la Corse. Mais ces actions accompagnent une démarche globale. Par ailleurs, nous poursuivons bien sûr nos analyses et notre réflexion politique. Nous essayons de faire la synthèse de tout ce qui se dit, de tout ce qui se propose, de tout ce qui se pense dans l'ensemble des organisations qui en Corse aujourd'hui pensent la Corse de demain, et nous apporterons notre contribution à notre part, tout simplement à notre part, au combat du peuple corse. L'uso canto è di silenzio e la sua parole muola, pensa ciò che non è più, per un sente ogni sasso, il suo cammino di croce, chi ormai è l'uso di asso, l'uso canto è di silenzio e la sua parole muola. Ma sentite la mia voce, sentite la mia canzone per l'ultima umanità e per l'ultimo soldato. L'iso guai e lo sa sangue, lo so passo trascinato e per